Cette Ligue des Champions est déjà historique. Il se passe quelque chose ici, et je crois qu'on parlera longtemps de cette édition 2024-2025. Alors les amis, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, j'espère que tout roule pour vous. On enchaîne en ce moment. Quelle semaine ça a été, déjà 2 analyses de matchs, Benfica-Barça et bien sûr nos amis parisiens au Parc des Princes hier contre Manchester City, 2 des plus gros matchs de la saison déjà, et on n'est qu'en janvier. Mais il y en a eu d'autres. Il y a eu d'autres moments importants du foot européen sur les dernières heures, un petit peu de partout. Il y a vraiment eu des folies, aux impacts substantiels. Plus 24% de chance pour le Paris Saint-Germain de rallier le top 24, de rallier la phase de play-off en finissant top 24 grâce à leur succès contre City. Feyenoord aussi plus 12%, Celtic plus 12%. Dans l'autre sens, City, bien sûr, c'est le gros perdant de cette journée. Où est-ce qu'on en est ? Il reste un match, il y a beaucoup de choses à jouer encore. Je vous propose un grand tour d'horizon des sujets majeurs. Et comment est-ce que cette phase de Ligue de Champions va se terminer ? Ça va nous donner l'occasion de discuter des matchs clés. Bien sûr aussi de nommer 3 mousquetaires. Et attention, c'est des mousquetaires Ligue des Champions. C'est pas des mousquetaires habituels. On est sur un standard très élevé. Ça arrive à la fin. Mais donc, le premier renseignement, le premier sujet de cette phase de ligue, les 4 fantastiques, parce que oui, on a nos 4 clubs assurés de finir top 8. Alors c'est un graphique qui me vient du très bon travail que fait la page Twitter Football Meets Data, et une page Twitter qui a une raison d'être avec cette phase de ligue qui est tellement spéciale à 36 équipes avec tellement de permutations possibles. Ils ont calculé, avec 10 000 simulations, ils ont calculé que le top 4 actuel, Liverpool, Barça, Arsenal et Inter, ce top 4 est quasiment assuré de finir top 8. C'est le cas pour Liverpool, c'est le cas pour le Barça, c'est le cas pour Arsenal à 99,99% et c'est le cas pour l'Inter à 98%. 98% de chance pour les Nerazzurri de finir top 8. Donc, ça c'est nos 4 fantastiques. Liverpool, la meilleure équipe d'Europe, ils ont eu en face d'eux un Lille assez coriace pendant une demi-heure. Franchement, moi je trouvais que Lille très en place, difficile pour Liverpool de sortir de leur bloc médian haut. Bon, ils avaient fait un petit peu tourner aussi les Reds, mais quand même, c'était dur à bouger. Ça change quand David est dépossédé et Curtis Jones dans le dos de Gudmundsson, qui a été un petit peu à la peine contre Salah. Ça, c'était le point faible de Lille dans ce match. Gudmundsson-Salah, beaucoup d'espace dans son dos en général. Voilà, beaucoup plus haut que les autres Lillois. Et je pense que tu ne peux pas laisser autant d'espace à Salah. Donc ça, c'était le problème. Mais dans l'ensemble, le match des Lillois n'était pas mauvais. Même héroïque par moment. Simplement, voilà, encore une fois, ici, Gudmundsson, Salah, beaucoup trop d'espace dans le dos. Et Salah, il a pu se régaler. Je trouve aussi, sur la phase de build-up, il y avait des passes, je ne vais pas dire simples, parce qu'elles sont au moins osées pour casser une ligne, mais des passes qui sont trop facilement interceptées, comme celle-ci de Benjamin André, c'est celle qui donne lieu au carton rouge de Mendy. Ça allait toujours devenir plus compliqué à partir de ce moment-là. Bon, Lille a bien répliqué, l'égalisation de David. Malheureusement, ils prennent le 2-1 très vite sur cette frappe déviée. Et ouais, moi j'ai trouvé que Lille était loin d'être ridicule. Pour autant, c'est plutôt logique que ça termine comme ça. Liverpool avait 2,46 XG produit, 0,49 pour Lille, 13 tirs à 4, 5 grandes occasions à 0 et aucun arrêt pour Alisson, 5 pour Lucas Chevalier, qui a été assez solide. Donc, Liverpool le fait. Parmi les autres concernés, les autres fantastiques, il y a le Barça qu'on a analysé hier, là tout est dit dans cette vidéo, ou presque. Il y a Arsenal donc, l'Arsenal de Declan Rice, qui a fait le job contre Zagreb, pas trop de problèmes, déviation de Kai pour Declan en pleine surface. Au bout de 2 minutes, Arsenal ouvre le score. Et grosso modo, ceux qui sont un petit peu à la peine en Première Ligue, en Angleterre, Arsenal ça grince un peu, mais en Europe ils ont déroulé. Genre Martinelli par exemple, qui est très important sur le premier but, passeur décisif sur le deuxième, tête de Kai Havertz, voilà, ils ont pu retrouver peut-être un petit peu de confiance. Martin Odegaard aussi, qui fait pas la meilleure saison, qui a eu un petit problème de blessure, a marqué son 2e but seulement de l'exercice 2024-2025, mais 5 occasions créées, c'était lui aussi pour lui un très bon match, sans doute l'homme du match. Donc ouais, un but mérité pour lui, il n'a pas planté énormément cette année, mais pas grand chose à dire sur Arsenal face au Dynamo Zagreb. Ils allaient toujours faire le job.
et ils l'ont fait, et ils valident donc ce top 8. C'est aussi le cas pour l'Inter. L'Inter qui l'a emporté 1-0 en déplacement à Prague. Et ouais, quand vous voyez une passe latérale comme ça, qui est-ce que vous imaginez surgir dans le demi-espace gauche? Si vous avez répondu Alessandro Bastoni, eh bien sûr vous avez raison, parce qu'il est toujours là. Et nos copains de la largeur, ouais, ce centre second poteau pour trouver Lautaro Martinez, top finition, le but du 1-0. L'Inter l'emporte et fait partie donc des 4 fantastiques. Il y a aussi 19 soulagés. Les 4 fantastiques font partie des 19 soulagés. C'est les 19 qui sont officiellement qualifiés pour la suite de la compétition. Donc, on a Liverpool, Barça, Arsenal, Inter comme on a dit. Ensuite, l'Atlético qui a 83% de chances de finir top 8. L'AC Milan, 80% de chances de finir top 8. Quelques autres, et ça va jusqu'au PSV Eindhoven. Ça, c'est toutes les équipes qui ont 100% de chances d'être à minima dans le top 24. Alors, il y en a pour lesquels c'est tout à fait normal de se retrouver dans cette conversation. D'autres, pas forcément, et c'est ça qui est beau dans cette phase de ligue. L'Atalanta, par exemple, qui est ici, 38% de chance de finir top 8, mais déjà 100% de chance d'être au prochain tour. L'Atalanta qui continue de s'affirmer comme un grand d'Europe, un néo-grand d'Europe, vainqueur de l'Europa League, 7ème du classement aujourd'hui, voilà, il devrait finir pas loin du top 8, même potentiellement top 8. Ils ont aussi l'Atalanta, si on a les chiffres ici, ils ont aussi la 2e meilleure différence de but de la compétition. Ici, plus 14. C'est le Barça qui a la meilleure à plus 15. C'est très costaud. Et ils vont jouer le Barça en J8, ce qui présage une très belle rencontre. Ce Barça-Atalanta là, ouais, il est absolument magnifique. Et donc l'Atalanta, c'est fort. Aussi, un petit mot pour Feyenoord, par exemple. Feyenoord, mes copains de Rotterdam, grâce à un des exploits de la semaine qui battent le Bayern 3-0 chez eux, et ils garantissent une place à minima en play-off, 100% de chance, et même 15% de chance d'aller finir top 8. Franchement, c'est beau pour Feyenoord, quand même, qui va jouer un tour à élimination directe de C1 pour la première fois au 21e siècle. Le premier club néerlandais à l'avoir gagné cette compétition en 1970. Ils sont de retour sur un très gros match. De Kuip était en feu, littéralement. Derrière, ils ont sorti les feux d'artifice quand ils ont fait tomber les hommes de Vincent Kompany. Et pareil, un peu dans le côté rétro de cette nouvelle formule Champions, on peut parler peut-être d'Aston Villa, ici, 8ème position, à peu près 50% de chance de finir top 8, 51. Ok, la puissance financière de la Première Ligue, ça joue. Mais Villa n'avait pas joué la C1 depuis 40 ans, depuis le début des années 80. Et maintenant, ils ont une chance sur 2 d'être dans les 8 meilleures équipes d'Europe. Je trouve que c'est assez beau. Et enfin, est-ce qu'on peut faire plus romantique parmi ces 19 soulagés que le Celtic? Où est-ce qu'ils sont mes amis les boys de Glasgow? Ils sont ici. Celtic, 100% de chance d'être dans le top 24. Ok, je crois que il y a pas mal d'équipes qui seraient plutôt contents de les tirer. C'est quand même un Celtic qui en a pris 7 contre Dortmund, qui a péniblement battu Berne hier. Et ouais, quelques 0-0, notamment contre le Dynamo Zagreb. Mais les boys sont là. Les héritiers des Lions de Lisbonne sont là. Et revoir le Celtic sur un tour à élimination directe de Ligue des Champions, ouais, je dis oui, clairement. Donc, un certain romantisme parmi les 19 soulagés. Et dans l'ensemble, une phase de ligue méga relevée. Ça, c'est un des gros enseignements. Je me souviens, au début de la campagne, il y avait pas mal de statisticiens qui essayaient de dessiner quel allait être le cut-off de points. Et je crois que justement pour Football Meets Data, c'était 10 points. Il y avait 40% de chances que ce soit suffisant. 11 points, il y avait 40% de chances aussi. Et après, je crois qu'il y avait 10% de chances pour 9 points. Et 10% de chance pour 11 points à peu près. C'était ça grosso modo, pour 12 points que je dis. Ça allait être ça grosso modo le cut-off, la barre à atteindre pour être sûr d'être top 24. Donc je répète, 40% de chance pour 10 points, 40% de chance pour 11 points. Aujourd'hui, c'est pas impossible qu'un club soit éliminé avec 11 points. Donc qu'on soit dans les 10% les plus exigeants. Là. En fait, c'était la barre de 12 points qui était nécessaire pour passer. On verra ça en J8. Mais c'est tout à fait possible parce que Bruges, qui est la 20e avec 11 points, joue Manchester City sur la dernière journée. Et si City l'emporte, ils auraient 11 points, mais ils seraient devant Bruges au goal average. Ce match nul obtenu par les Belges
chez eux contre la Juve cette semaine. Pourtant, ils l'ont célébré avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme. Aussi parce que, bon, même s'ils ont fait un bon match, ils auraient pu peut-être le perdre. Mbangula qui a fait un ravage sur son couloir, comme d'habitude. Il est très chaud, Mbangula. Et son centre en retrait pour Nico Gonzalez, c'est là qu'on voit que c'est pas un vrai neuf de métier. Ok, il est pas mal dans le décrochage, le jeu de combinaison. Pour finir, par contre, c'est un petit peu moins ça. On a parlé l'autre jour aussi contre l'AC Milan. Mais ouais, ils avaient célébré ce nul. Thiago Motta pas content, mais les amis brugeois, ouais, ils étaient très très contents. La qualif validée dans leur tête avant de se déplacer à l'Etihad en J8. C'était important de prendre ce point. Mais là, du coup, pas forcément. S'ils sont battus par City, c'est peut-être compliqué d'envisager la qualif. Ça dépendra des résultats dans les autres rencontres. C'est dur à prédire pour l'instant. Mais voilà, il y a pas mal de clubs qui ont fourni masse de points à tous les autres. Quand je vois Young Boys, Slovan Bratislava en 7 journées, 7 défaites, même Salzbourg 3 points, Sturm Graz 3 points, l'Étoile Rouge 3 points, Girona 3 points, Leipzig 3 points. Et du coup, ça nous donne un top 24 qui était très 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 combatif et serré. Et c'est pour ça que la qualif est aussi chaude et aussi disputée jusque dans les derniers instants. Et potentiellement c'est la barre des 12 points qu'il faudra aller chercher, ou certains clubs en tout cas pourraient être éliminés avec 11 points. Voilà, ça c'est quand même assez spécial. Et du coup, ça nous donne des gros vraiment malmenés sur cette phase de ligue. Je pense à 3 clubs en particulier. Le Real Madrid, le Bayern, la Juve. On parle quand même des méga clubs de leurs pays respectifs. Le Bayern ici, c'est 32 titres de Bundesliga. Le deuxième club qu'on a le plus en Allemagne, c'est Dortmund, 5, 32, 5, le deuxième poursuivant. La Juve, c'est 36 titres en Serie A. Le deuxième, c'est l'Inter, 20, quasiment 2 fois plus que le deuxième. Bon, le Real, c'est un petit peu plus équilibré en Espagne. C'est quand même ceux qui en ont gagné le plus, 36. Barça et A, je crois, 29. Mais c'est quand même le club aux 15 Ligues des Champions. Ça, personne s'en approche. C'est 3 gros, surtout Bayern et Real. C'est 2 clubs qui, généralement, en phase de groupe, roulaient sur leurs adversaires. Régulièrement des perfects. Là, surtout le Bayern, un peu plus que le Real. Mais par contre, j'ai l'impression, sur les dernières saisons, c'était quasiment tout le temps la première place du groupe assurée. Alors que là, Bayern 15, Real 16, Juve 17, c'est quand même très très spécial. Et autant, le Real a bien rebondi cette semaine, large victoire contre Salzbourg 5-1. Et ouais, peut-être que l'homme en forme, c'est Kylian, mais c'est aussi un peu lui, non? C'est aussi un peu l'ami Rodrigo. Doublé, ce but-là, à la demi-heure de jeu, sur un très très beau service de Jude Bellingham, magnifique petite talonnade, la frappe extérieure de surface, pas extérieure, mais coin de surface, comme ça, hyper excentré, magnifiquement enroulé. 2-0. Et ouais, juste un Salzbourg en face qui a toujours autant des problèmes sur les transitions défensives, mais c'est pas juste parce qu'ils laissent quelques espaces, c'est juste parce qu'ils aiment pas courir. C'est rare en plus pour une équipe école Red Bull, mais ils aiment vraiment pas courir, Salzbourg. Et il y a des moments en transition défensive où tu te retrouves comme ça, en 5 contre 4, 5 contre 5, face au Real néo-galactique. Je sais pas si c'est une très très bonne idée. Et derrière, là, cette frappe de Vinicius, elle passe au-dessus. Mais ils se font bien engueuler derrière, ceux qui n'ont pas couru. Ouais, Salzbourg, aucun... Disons, pas de surprise qu'il soit tout en bas avec 3 points. Aussi parce que Blažević, qui cumule les bourdes maintenant, c'est pas la première, mais il se fait chipper le ballon par Kylian, qui finit. Ouais, cette célébration qui dit tout. Salzbourg, c'est vraiment pas très bon, mais le Real leur a marché dessus. Vini un doublé aussi, 4-0, puis 5-0. Magnifique projection de Fede Valverde. Cette touche, ce contrôle orienté sublime pour finir pas de gauche. Magnifique. Donc autant le Real, aucun souci. Autant le Bayern, qui en a pris 3 à Rotterdam, battu 3-0 par les hommes de Brian Prisk. J'ai adoré le tifo d'avant-match à De Kuip. Nobody said it was easy. Et ce match n'était pas facile pour eux, même s'ils avaient des facilités à la relance. Ce ballon par-dessus de Rice Small, magnifique dans le dos de Kim Min-jae. Et ouais, Santiago Jiménez, doublé pour lui. Il finit, un là. Michael Olise a centré en retrait. Kane, mais quel arrêt extraordinaire de notre ami, le portier du Feyenoord, Justin Bijlow. Il a fait un match sensationnel. Il aurait été mousquetarisé s'il fallait pas citer son nom. 7 arrêts. Le gardien de la semaine. Parade après parade après parade. Et le Bayern toujours un petit peu fébrile en transition défensive, mais aussi grosse erreur là de Rafael Guerreiro. C'est ça qui donne le penalty. Dommage de concéder des choses comme ça.
Franchement, ouais, sans un énorme match de Justin Bailo dans les buts, c'est une rencontre qui finit à 80% de possession pour les Bavarois, 30 tirs à 8, 9 grandes occasions à 3, 2,42 XG à 1,77. Normalement, tu perds pas ce match 3-0. Donc pas trop de réussite pour le Bayern. Mais quand même à la fin, donc, on a dit Real, Bayern, Juve. Et bah, le Bayern a 8% de chance de finir top 8. Le Real a 3% de chance de finir top 8. Et la Juve, 1 petit pourcent. Les très très gros 3 des noms les plus rutilants, scintillants, légendaires de cette compétition sont déjà, avant la dernière journée, condamnés à disputer un play-off. Intéressant. Et on n'a même pas parlé d'un autre méga gros, Manchester City, bien sûr, on a parlé un petit peu hier quand même, en dehors du top 24 à une semaine de la fin. Football Meets Data les voit quand même se qualifier, 70% de chance. En gros, c'est le match décisif contre Bruges, c'est encore possible. Mais c'est assez dingue de voir tous ces mastodontes du foot européen se retrouver dans cette situation. Alors les amis, cette vidéo, elle est sponsorisée par mes copains de NordVPN. Vous le savez, j'en parle tout le temps. NordVPN, c'est un service que j'utilise depuis très très longtemps maintenant. Non seulement pour se protéger, voilà, là je vis aux Pays-Bas, donc je me mets sur le serveur virtuel néerlandais classique. Mais par exemple, typiquement pour faire cette vidéo, et je cherchais les highlights de Bratislava-Stuttgart, le match de mardi soir. Ils n'existent pas aux Pays-Bas, même sur d'autres pays, j'ai cherché, j'ai pas trouvé le résumé de ce match. Du coup, je me suis dit, vas-y, pas de problème, tu sais quoi, je vais me mettre en Allemagne. Hop, pourquoi pas se connecter sur un serveur virtuel à Francfort. Et maintenant, il existe ce résumé sur DAZN, la chaîne allemande qui diffuse la Ligue des Champions. Voilà, il y a des résumés, 6 minutes, 8 minutes. Très très pratique pour se géolocaliser à l'endroit où on veut et accéder à du contenu géobloqué. Donc, si ça vous intéresse, vous savez que vous avez accès à l'offre avec le lien en description nordvpn.com/willou. Vous avez accès à une offre assez exceptionnelle, 4 mois offerts sur un abonnement de 2 ans, ce qui fait passer ça à un peu moins de 3 € par mois. Moi, c'est un service que j'utilise tous les jours, je peux que le recommander, et vous avez accès à ça avec le lien en description. Ok, on a parlé des gros malmenés. Moi, il y a aussi quelque chose que je trouve spécial sur cette phase de ligue, c'est le paradoxe français. Est-ce que c'est pas la situation la plus paradoxale qu'on ait vécue au lendemain d'un des matchs les plus importants de l'histoire de ce Paris Saint-Germain moderne, à la fois en matière d'enjeu et de performance, un match qui va rester, qui va faire date. Et au lendemain de ce match, on se retrouve avec quoi au classement, on a un Paris Saint-Germain 22e qui du coup, c'était quoi la stat, 86%, 84% de chance d'être top 24. En gros, un match nul contre Stuttgart et ça passe. Et en plus, c'est un match nul qui qualifierait aussi Stuttgart. Ça, c'est quand même quelque chose de spécial. Je ne sais pas à quel type de match on va assister, mais match nul, ça envoie les deux en play-off. Ce qui est assez spécial, voilà. Ils ont fait Football Meets Data, ils ont fait les probabilités. Si Stuttgart l'emporte, évidemment Stuttgart sûr d'être qualifié, le Paris Saint-Germain a quand même 48% de chance d'être qualifié en perdant le match. Si le PSG l'emporte, évidemment, PSG passe. Stuttgart que 26% de chance d'être qualifié si le PSG l'emporte. Par contre, s'ils font match nul, les deux passent à 100%. Donc, on est dans une configuration qui est très très bonne pour le Paris Saint-Germain. Et comme on a dit, on a Brest, Monaco et Lille. Les trois sont garantis d'être en play-off. Donc, on a, oui, un prochain mois français qui se profile avec 4 clubs français en tour à élimination directe de Ligue des Champions. Est-ce que le pays a suffisamment de caisses de champagne en stock pour fêter ça? C'est magnifique. Mais est-ce que c'est normal d'être un poil frustré aussi? Genre, il n'y a pas si longtemps, Monaco, Lille, Brest, ils étaient top 8. Et à un moment, il y en a qui étaient top 4. Et aujourd'hui, on se retrouve avec Lille qui a 29% de chance d'être top 8. C'est de très très loin la meilleure probabilité française. Parce que Monaco, c'est 10% et Brest, c'est 7%. Assez clair, le fait de jouer l'Inter à Giuseppe Meazza pour Monaco sur cette J8 et bien sûr Brest qui reçoit le Real Madrid, c'est clair que ça fait chuter assez dramatiquement les pourcentages. Mais ouais, quand même, nos clubs vont jouer des matchs à élimination directe de Ligue des Champions en février, c'est démentiel.
mais le top 8 s'est dérobé. Semble se dérober, peut-être Lille peut encore aller le chercher. Mais ouais, ça c'est le vrai paradoxe français, je trouve. Et c'est un des enseignements de cette J7 de Champions. Enfin, rendez-vous dans une semaine. Cette 8e journée, elle va être folle. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis le début. Mais on le sait depuis un moment, mais une 8e journée à 18 rencontres simultanées, un multiplex à 18 matchs de Ligue des Champions pour déterminer l'issue. On ne savait pas forcément qu'elle mettrait aux prises des concurrents directs pour la survie. Bruges City, comme on a dit. Paris-Stuttgart aussi. Il va y avoir un énorme match Barcelone-Atalanta, les 2 meilleures différences de buts cumulées de la compétition. Je suis curieux de voir comment elle sera jouée, cette 8e journée. Je me demande à quel point, au-delà de ce qu'on a signifié par exemple sur Paris-Stuttgart, est-ce que des clubs qui sont assurés de finir top 8 et qui ont de grosses exigences et échéances en championnat, est-ce qu'elles vont utiliser cette 8e journée pour faire un petit peu tourner? Est-ce que certains se diront top 8 c'est suffisant, je m'en fiche de finir 3e? 3e, 8e c'est pareil. Est-ce que c'est pareil pour le top 24 aussi? Des clubs, ils savent qu'ils vont finir top 8, donc 7e, 8e, 9e, allez c'est pareil que 15e, 16e, 17e. Non, en vrai ça influe sur le tirage au sort, mais comme c'est tellement difficile de prévoir qui va finir où, je suis curieux de voir les stratégies des entraîneurs sur les rotations d'effectifs. Et même certaines configurations qui peuvent donner lieu à des, je ne vais pas dire des arrangements formels, mais en tout cas, Paris-Stuttgart par exemple, je suis curieux de voir la configuration de match très précisément. Aussi, je me rends compte que je les zappais quand je parlais des 4 fantastiques tout à l'heure. J'ai envie de parler vite fait du Barça, pour rappeler à quel point c'est un Barça fliquien qu'on a en face de nous. Pas que micro-tactiquement, stylistiquement, mais aussi dans l'approche plus large. C'est un Barça qui, oui, accepte de prendre des buts. 11 buts encaissés pour ce Barça. Ça en fait seulement la 16e meilleure défense de Ligue des Champions. Entre 16e et 20e même, parce qu'il y a pas mal de clubs à 11 buts encaissés. Par contre, 26 buts marqués pour le Barça. Il n'y a aucune autre équipe qui est ne serait-ce qu'à 20. Il n'y a aucune équipe qui a atteint la barre des 20. Donc même en ayant la 16e meilleure défense seulement, ils ont la meilleure différence de but de la compète, plus 15. L'Atalanta a la 2e, donc avec plus 14. C'est quoi cette équipe? Et il est assez fou ce Barça-là. Et il est, à l'image de ce qu'on a vécu cette semaine, extrêmement divertissant. Donc voilà mes enseignements, grosso modo, pour une Ligue des Champions qui est déjà historique. Cette première édition, elle est déjà folle. Mes mousquetaires, je vous ai promis des mousquetaires qualité Champions. Franchement, ils le sont totalement parce que Wilfried Singo, j'ai hésité avec Mayeki dans les buts, qui a réalisé un arrêt monstrueux sur Watkins. On a dit tout à l'heure que Justin Bailo, c'était le meilleur gardien de la semaine. Cet arrêt, Mayeki, c'est 5 et des parades décisives. Donc il aurait pu y être, mais Singo, à la fois buteur et aussi les stats, 19 dégagements, 21 actions défensives, 8 récupérations, il était de partout Singo. Donc il mérite d'être mousquetaire, il ne l'a pas encore été. Mon deuxième, l'inévitable, l'inoxydable, Luuk de Jong. Un doublé pour lui contre l'Étoile Rouge, le PSV l'a emporté 3-2, doublé de la tête bien sûr, 2 buts sur coup de pied arrêté, 2 buts sur corner. Luuk de Jong, c'est 14 duels aériens disputés, 14 duels aériens offensifs, 17 au total. Je veux dire, il y a qui d'autre? Il y a Ndiaye qui en a 4, Luuk de Jong 14, c'est un peu le Ludovic Ajorc du riche. C'est un immense joueur qui a connu une carrière tellement spéciale. Plus de 250 buts marqués en carrière pour Luuk de Jong. Il méritait d'être mousquetaire et le PSV Eindhoven donc jouera le playoff de Champions. Enfin, mon numéro 1. Ouais, bien sûr. Parce qu'on n'en a pas encore parlé. Julián Alvarez. C'était le duel de la glace et du feu au Metropolitano entre le Leverkusen de Xabi Alonso et l'Atleti du Cholo. Et pendant longtemps, c'est le feu qui était au-dessus, encore plus quand Barrios, ça devient encore plus difficile pour l'Atleti quand Barrios est exclu au bout de 25 minutes sur ce tacle haut cette semaine. Et qu'en plus, Hincapié, qui est vraiment devenu un défenseur gauche sur les dernières semaines, servi par Mukiele, ouais, eux aussi ils utilisent bien la largeur, et il a marqué sur une tête renversée, second poteau, qui rappelle un petit peu de celle de Sorloth il y a quelques semaines, assez lointaine, excentrée comme ça. Au Metropolitano, le Leverkusen prend l'avantage, et à 11 contre 10, et c'est là que Julián Alvarez entre en scène. Et l'Atleti ne meurt jamais,
Et Alvarez dans le dos de Jonathan Tah, résiste ensuite au retour de Grimaldo, fini, magnifique. Enfin, quand Hincapié est exclu sur un top débordement du fils du Cholo, Giuliano, et 10 contre 10 sur une fin de match qui devient folle, Angel Correa serre avec un crochet long Julián Alvarez, qui efface Matej Kovar, qui finit dans le but vide. L'enchaînement, il est splendide. Quelle finition. Et Alvarez, c'est déjà son 6e but en Ligue des Champions. Autant qu'en Liga cette saison, c'est Monsieur Champions et il méritait d'être mousquetaire. Pour les surnoms, Barcola, on l'a donné hier, le lionceau. C'était le commentaire le mieux noté sur la vidéo. Et puis, je suis d'accord, à la fois le style, l'origine, le fait qu'il vienne de Lyon, les origines togolaises aussi, le lion qui est sur l'emblème du Togo, et puis son côté très jeune, fougueux, le lionceau, très félin. Le lionceau pour Barcola. Et maintenant, je vous demande, João Neves, je ne garantis pas de choisir une de vos propositions parce que moi, j'aime bien le poulpe. Mais si vous faites mieux que le poulpe, je suis prêt à l'entendre. Donc, mettez-moi ça en commentaire. Et voilà, les amis, ça conclut ce petit récap de Champions. Dans 1h30, là, j'ai enregistrement avec Stan. Et on va parler du MIP, le joueur qui a le plus progressé cette saison. Il y a pas mal de débats, il y a pas mal de concurrence. On va essayer de faire chacun notre top 5 et discuter de tout ça. Ça sort, je pense, demain ou début de week-end. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette semaine de Champions? Comment est-ce que vous voyez la suite? J'espère que tout roule pour vous. Et je vous dis à très vite. Bisous.